Eh bien, aujourd'hui, c'est une très bonne question. Nous nous préparons d'ailleurs à faire une convention Europe qui aura lieu non pas comme celle du PS quasiment en ce moment même, mais pour la fin de l'année, parce que nous voulons la faire précéder d'un certain nombre de débats, notamment dans le pays. Nous pensons aujourd'hui que nous sommes arrivés à un point où l'euroscepticisme est monté en Europe, et notamment en France, et où beaucoup de nos concitoyens, et même une bonne part des deux partis dominants en France, se rendent compte que la marche de l'Union européenne, ça ne va plus. Alors nous en sommes là. Et maintenant, nous essayons de prendre les choses constructives en mesurant le degré d'interdépendance qui est devenu celui de l'Europe. Donc nous ne sommes pas des gens qui disent il y a qu'à, il va falloir que les peuples tout seuls vont changer tout ça. Nous ne croyons pas à cela. Nous nous interrogeons, compte tenu de ce degré d'interdépendance, sur la manière dont les États peuvent réagir, et notamment le nôtre, peuvent réagir et dans quel sens. Et non, nous nous inscrivons dans le cadre de l'Union européenne, mais nous sommes favorables à je ne veux pas anticiper sur la convention que je suis chargée de préparer, mais enfin, nous sommes favorables à une politique en deux temps. Premièrement, réorienter, pas seulement améliorer, réorienter, et deuxièmement, revoir fondamentalement la construction, y compris les traités fondateurs. Nous ne savons pas encore, nous n'avons pas pris de décision, mais pour nous, l'Europe est un sujet fondateur. C'est dans cette perspective-là que nous réfléchissons. Présenter une liste, il y a une question de moyens, il y a une question de visibilité, nous sommes par ailleurs dans une majorité, nous avons appelé de nos voeux la nouvelle circonscription qui serait revenue à les radicaux de gauche avaient comme nous proposé une proposition de loi en ce sens, revenir à la circonscription unique nationale. C'était plus près d'ailleurs de l'idée de représentation du peuple français. Mais le gouvernement ne l'a pas souhaité, nous sommes restés à ces énormes circonscriptions régionales qui ne rapprochent pas le citoyen du Parlement. Nous le verrons d'ailleurs au futur taux d'abstention, sans doute, que connaîtront ces élections. Eh bien, nous ne sommes pas de ceux... Il est très facile de dénigrer. Je vous ai dit quel est le degré d'interdépendance qui existe aujourd'hui en Europe, et notamment, et à côté de cette interdépendance qui est liée naturellement au tissu des directives, règlements et décisions, on le voit d'ailleurs dans la négociation transatlantique, il y a la dépendance des marchés financiers qui est à la fois en lien et pas en lien avec l'Europe, qui pourrait artificiellement être distinguée, mais qui en réalité est quand même bien liée compte tenu de la marge des mécanismes dits de stabilité financière en Europe. Donc nous regardons cela d'un œil compréhensible. Nous comprenons qu'il est très difficile, c'était moins vrai il y a 15 ans, mais aujourd'hui il est très difficile pour un gouvernement progressiste qui arrive, qui a changé de langage diplomatique. On l'a encore vu au G8 d'hier, le langage diplomatique, pour dire que la croissance est le thème que la France veut porter en Europe. Il est très difficile ensuite de traduire ça dans des actes. Pourquoi? Parce qu'il faut un minimum de solidarité intergouvernementale. Nous n'avons non seulement pas de solidarité avec l'Allemagne, mais nous avons maintenant un front tout de même l'un contre l'autre, et nous n'avons pas l'aide de ces malheureux pays méditerranéens, parce que l'Italie a à peine un gouvernement, et l'Espagne a un gouvernement qui ne s'en tire pas très bien non plus sur ces questions-là, et donc nous n'avons pas d'appui. Voilà. Donc nous ne jetons pas la pierre au gouvernement. Nous disons, comme l'a dit Jean-Pierre Chevènement récemment aux Échos, il faut donner du temps au président Hollande. Nous sommes d'accord avec l'idée que le quinquennat, y compris sur le sujet européen, se juge sur 5 ans, pas sur un an. Mais une fois que nous avons dit cela, nous considérons qu'il faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus énergiquement et par d'autres moyens. Absolument. Parce que j'ai considéré pour ma part, et c'est moi qui me suis exprimé en notre nom, j'ai considéré pour ma part que c'était un tout indissociable. Et nous nous sommes même abstenus sur la loi de programmation qui était pourtant une loi interne. La participation des parlements nationaux dans le cadre actuel tel qu'il est, pour ma part, je n'y crois pas. Tant qu'il n'y a pas un peuple européen, comme l'a dit la Cour de Karlsruhe, et comme l'a dit plus timidement, mais de manière nécessaire tout de même, le contexte actuel français, nous ne pouvons pas avoir des parlements qui sont les représentants légitimes du peuple. Nous avons des parlements qui représentent certaines aspirations, qui représentent d'ailleurs surtout les partis politiques, à vrai dire, ce qui est encore une deuxième critique qu'on peut leur faire. Et donc associer ces parlements dans le cadre européen ne peut pas nuire dans le cadre actuel, mais je conteste absolument le cadre actuel, c'est un cadre totalement adémocratique. Sur l'association des parlements nationaux au processus européen, c'est-à-dire au processus diplomatique, par lequel nos gouvernements se négocient, vont dans le cadre européen,
c'est une question un peu différente. Vous le savez, la tradition française veut que la diplomatie appartenant à l'exécutif, le Parlement n'est pas vraiment un droit de regard là-dessus. Donc dans la question, il y a des possibilités de résolution, le contrôle est extrêmement faible et notamment le contrôle en amont. Par conséquent, moi je serais tout à fait favorable à ce qu'il y ait une révision de la Constitution et je vais même sans doute faire des propositions en ce sens. Je ne vous dis pas dans 8 jours, mais peut-être au début de l'année prochaine, nous serons amenés à faire des propositions parce qu'on ne peut pas parler toujours de réforme constitutionnelle et passer son temps à dépouiller le Parlement des droits qu'il peut avoir, notamment par rapport au déferlement du droit européen, règlement, directives notamment. Je ne pense pas que dans le cadre actuel, ça ait le moindre sens. Non. Il faut raisonner pour arriver à cela, mais une fois que vous avez raisonné, que vous avez vu qu'en Europe, les standards démocratiques ne sont pas présents, vous n'avez pas un peuple souverain qui délègue ses pouvoirs, vous n'avez pas des États qui négocient au nom des peuples. Alors que vient faire là-dedans le Parlement européen si ce n'est représenter, encore une fois, les partis politiques des différents pays, mais ce n'est pas un Parlement derrière lequel il y a des citoyens. Donc, ce soit l'organe de consultation qui n'est pas sans intérêt, mais rien de plus. Vous pensez que les citoyens européens, du coup, sont mieux représentés à travers le Conseil européen Indiscutablement. Il faut regarder pour les standards démocratiques quelle est l'instance que les citoyens peuvent remercier s'ils ne sont pas d'accord avec sa politique. La seule instance qu'il y ait au sein des pays, ce sont les parlements d'où émanent les gouvernements, quel que soit le système, et en Europe, ce sont les gouvernements qui vont négocier au nom de leur pays. C'est la raison aussi pour laquelle il faudrait revenir à la règle de l'unanimité sur tous les sujets importants, au lieu de dériver vers la majorité qualifiée. Et je crois que vous auriez de la transparence si vous aviez un véritable système intergouvernemental comme celui que j'aspire de mes voeux. Nécessairement, on saurait sur quel mandat les gouvernements négocient, quelle est les positions de chacun. Mais dans le contexte européen actuel, ce que vous avez en réalité, c'est une perpétuelle négociation. Je suis tombée l'autre jour sur un article de presse qui citait un commissaire, un administrateur, peut-être pas un commissaire, un administrateur européen, il disait « on ne sait plus qui est avec qui ». Et on aurait mieux résumé, je crois, dans ce cadre du consensus très opaque aurait été recherché, la négociation permanente qu'il y a en Europe entre les grands pays, les pays moyens et les petits pays. Tout ça, ça me rappelle la 4e République. On négocie, les petits négocient avec les gros toute la journée, font et défendent des majorités tous les jours, quel que soit le sujet. Mais tout ça est absolument préjudiciable à l'intérêt général européen. Je pense que la logique communautaire s'est détruite elle-même parce qu'il y avait une logique, communautaire au moment où on était dans la phase d'induction. D'ailleurs, tous les européistes, je discutais récemment avec un responsable de la Fondation Schuman, avec laquelle nous nous sommes admirablement entendus. Parce que, naturellement, les vrais européistes conséquents sont déçus de la marche de l'Europe. Nous n'étions pas partisans de l'Europe de Jean Monnet, mais elle avait au moins sa logique. Les vrais européistes considèrent qu'on ne peut plus faire une Europe inductive, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire en avançant pas à pas, petit à petit, en agrégeant de plus en plus de pays qui avaient des politiques intégrées, fiscales, sociales, économiques. Là, on fait tout le contraire. Donc tout ça se détruit de lui-même. Alors, peut-on faire un gouvernement économique resserré sur quelques pays qui iraient ensemble? En théorie, nous sommes partisans. Est-ce que nous lui donnerions le même contenu que ce que nous donnait Mme Merkel et même M. Hollande? Ça n'est pas du tout certain. Parce que si par intégration solidaire, on entend qu'il y a une police à la majorité qualifiée sur des décisions budgétaires prises à l'intérieur de l'État, nous ne sommes pas tellement d'accord avec cette approche, dans la mesure où un tel conseil serait quand même largement dominé par les vues allemandes. Il faut distinguer les questions à long terme et à court terme. À long terme, la défense européenne existera peut-être. Aujourd'hui, c'est un vœu pieux, complètement pieux. Pour avoir une défense, il faut avoir des objectifs de politique étrangère qui soient communs. Aujourd'hui, les intérêts vont dans des sens assez différents. Bon. En tout cas, la convergence n'est pas évidente. On voit bien d'ailleurs dans le Mali qu'on n'arrive pas à mobiliser des forces des États européens. Donc on peut laisser, je crois, dormir de son beau sommeil cette affaire de défense européenne. Je crois que la France a un budget de la défense. C'est pas qu'il me fasse plaisir de constater qu'il dépasse 3% du PIB, mais ce que je constate aussi, c'est qu'alors on fait la police sur nos comptes et sur notre budget. La ponction du budget militaire dans un pays comme la France est sans commune mesure. Si vous pensez que le pays qui vient après nous dans le budget militaire, là je parle de la zone euro, la zone policée, la zone sous le traité d'austérité budgétaire, c'est l'Allemagne. Et c'est plus d'un point de moins de PIB, qui est considérable. Quant aux autres, je n'en parle même pas. Donc en quoi est-il rationnel de comparer le budget d'un pays comme la France, intégrant l'investissement militaire avec les autres pays européens ?
Bah, je ne dirais pas forcément la même conclusion que vous aussi rapidement, mais ce que je dirais, c'est que j'aurais répondu avec hésitation à votre question il y a un an, mais il y a un an, vous ne l'auriez peut-être pas posé. Je pense que depuis l'affaire du Mali, les choses sont claires, bien sûr, qu'à certains égards, l'armée française sert de bouclier à une large partie de l'Europe, à commencer par l'Europe du Sud, mais sans doute pas seulement, et que cet effort n'est pas reconnu aujourd'hui, notamment pas dans le cadre de la police budgétaire. C'est très préoccupant, parce que c'est quand même un problème énorme. Alors vous le savez, le mandat de la Commission européenne a été négocié dans la douleur. Je voyais l'ambassadeur d'Irlande 2 jours avant la conclusion. Il était sur l'idée, il pensait qu'ils arriveraient à exclure l'audiovisuel tout en y mettant ce qu'on appelle les lignes rouges que nous avons mises sur d'autres sujets. Et au motif que, d'ailleurs on l'a vu tout ça ensuite dans la presse, que si on excluait pas, pardonnez-moi, l'audiovisuel du cadre des négociations, les États-Unis demanderaient l'exclusion de champs entiers, de domaines entiers, ce qui ne va pas manquer d'arriver. Donc c'est une question difficile. Fallait-il mieux exclure ou mettre des lignes rouges infranchissables? La question n'est pas du tout évidente. Donc nous verrons ce que va donner la négociation. Je crois qu'il faut rester extrêmement vigilant et le Parlement devra aussi suivre cela, mais dans les limites que nous avons dit tout à l'heure. C'est que la compétence du Parlement français, contrairement au Parlement allemand, n'est pas très élevée dans ce domaine. En revanche, la sensibilité du gouvernement est élevée dans ce domaine. Et donc les questions des parlementaires, les groupes de travail, les auditions de ministres que nous pourrons faire, à mon avis, seront quand même écoutées du gouvernement. Oui, c'est une excellente question. Je me pose la même question que vous. Pourquoi on peut subventionner un film français mais pas un C'est tournage français? le résidu d'une politique qui a été menée depuis 20 ou 30 ans et on a fait railler en arrière. Et la dernière qui est venue sur le tapis, c'était l'exception culturelle, d'abord, à l'intérieur de laquelle l'exception audiovisuelle est un élément naturellement fort. Et on avait cédé tout le reste quand on a dit cette fois on ne cédera pas. Et je suis de votre avis, c'est vraiment singulier. Je me dis la même chose que vous. Si on veut dire que seul le libre-échangisme est moderne, ça serait une position réactionnaire. Mais le libre-échangisme est une très très vieille position, de même que le protectionnisme. Aucun des deux n'est plus moderne que l'autre en réalité. Donc on revient aujourd'hui à un cycle libre-échangiste, ça n'est ni moderne ni pas moderne. C'est de ce point de vue que bascule principalement l'axe de gravité du monde. Donc par rapport à cela, la France essaie de trouver quelque chose à quoi elle est particulièrement attachée. On peut dire que c'est peu de choses par rapport à tout ce qu'il aurait mieux valu sauver, mais ce n'est pas si mauvais non plus. Merci.